L'invité de Smart Impact, c'est Benjamin Lévesque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable climat et biodiversité au COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est quoi votre mission ? J'allais dire un gros mot, d'aiguillonner les autres responsables d'unité ou les autres directeurs ? Ouais, en partie, très bonne question. Alors effectivement, c'est un challenge énorme, ce métier de responsable climat et biodiversité, et de manière générale de l'équipe environnement, puisque c'est un événement énorme et qu'il y a une réduction d'impact, qui est notre objectif, qui est énorme. Si je l'explique à mes filles, c'est chasser les tonnes de CO2 et sauver les oiseaux, voilà, de manière un peu caricaturale sur les deux volets. Si on regarde d'un point de vue un peu plus technique, côté climat, la responsabilité climat, c'est de piloter la division par deux de l'impact carbone de Paris 2024. Division par deux par rapport à quoi ? Par rapport à une moyenne des Jeux de Londres et de Rio, qui était à 3,5 millions de tonnes de CO2. Voilà, nous on vise de diviser par deux cet impact. Et sur le volet biodiversité, ça se passe au niveau de tous nos sites. On a une quarantaine de sites principaux. Et là, je disais sauver les oiseaux, en fait, c'est faire attention effectivement à toutes les espèces rares. Il y en a un certain nombre, ça peut être des oiseaux, ça peut être des plantes. Le conopode dénudé à Versailles qu'on vient de protéger là, avant-hier. Et c'est aussi la biodiversité ordinaire. Et donc là, on est très attaché à protéger ce qui est rare, mais aussi la biodiversité ordinaire. Et c'est la première fois qu'il y a ce type de métier dans un comité d'organisation. Donc l'objectif, ce que j'ai vu, c'est 1 600 000, grosso modo 580 000 de tonnes équivalent CO2 pour ces Jeux 2024. Déjà, comment vous le calculez ? Parce que moi, ça m'a toujours semblé compliqué, obscur, enfin voilà, difficilement à comprendre. Comment vous calculez ça ? Alors pour calculer un bilan carbone, on récupère des données qui peuvent être des kilomètres parcourus, qui peuvent être des tonnes de bois, et on multiplie ça par des facteurs d'émission. Voilà, on sait qu'un kilomètre en voiture ou un kilomètre en train, ça va être 30 grammes ou 100 grammes de CO2. Donc c'est aller chercher des données et arriver à exprimer ça en tonnes. Mais la particularité, c'est que nous, on n'a pas de bilan carbone, puisque l'événement est devant nous, et c'est tout l'intérêt d'avoir fait cet exercice de manière anticipée, c'est qu'on a des hypothèses qu'on vérifie au fur et à mesure, qui nous emmènent vers cet objectif de diviser par deux. Ce sera tenu ? Vous pouvez le dire aujourd'hui, vous en êtes sûr ? Ou alors il y a encore une part d'incertitude ? Parce qu'on sait que les grands événements sportifs, vous êtes tributaire de quoi ? D'abord, du déplacement des supporters. Donc, vous avez intégré ça évidemment à ce bilan, j'imagine. Tout à fait. Donc, là, vous êtes sûr que vous allez le tenir, cet objectif ? Vous avez encore des craintes ? Alors, on est confiant dans l'atteinte de cette division par deux. La certitude, on l'aura une fois qu'on aura fait le bilan en septembre, après l'événement. Juste en termes de méthode aussi peut-être, parce que beaucoup de monde se pose la question finalement comment on fait ça. Il y a une méthode qui a été publiée il y a 3 ans par le Comité international olympique qui explique quand on est des Jeux comment est-ce qu'on doit calculer l'impact. Ça facilite les comparaisons. Et pour l'instant, les 1,58 million de tonnes de CO2 que vous avez évoquées, il y a 3 tiers. Il y a un tiers sur la construction pérenne, un tiers sur les opérations et un tiers effectivement sur les déplacements. Et au fur et à mesure, là, on constate que cette ambition et cette méthode, elle commence à porter ses fruits puisque on a récupéré les clés du village le 1er mars, et que sur la partie construction, on a atteint l'objectif sur ce volet-là. Il y avait un avantage évident, c'est qu'il y avait finalement assez peu de stades ou d'infrastructures à construire par rapport à d'autres Jeux Olympiques. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a une suite de chiffres intéressants, c'est 6, 9, 9, 1. Ça, c'est le nombre d'infrastructures, d'équipements sportifs construits pour les Jeux. Nous, on en a un. C'est le centre aquatique olympique. Et précédemment, voilà, pour Tokyo, c'était 9. Donc effectivement, ça permet d'éviter une bonne partie de l'impact. Et c'est un très bon principe. Il y a aussi l'Arena Porte de la Chapelle. Oui, tout à fait, qui fonctionne déjà. Il y a déjà des matchs. Ça fait 2. Alors l'Arena Porte de la Chapelle, en fait, elle était prévue et elle tourne avant les Jeux. Donc elle est techniquement pas dans l'impact. Je comprends. Sur le village olympique, vous disiez, on vient de... Alors moi, j'ai trouvé ça absurde, mais moqué un peu pour son extrême sobriété, etc. etc. Finalement, est-ce que c'est logique, aligné avec ces objectifs de baisse du bilan carbone que vous venez de nous détailler, ou est-ce que vous avez poussé le bouchon un peu trop loin, d'une certaine façon ? Alors moi, je ne me prononcerai pas sur la partie esthétique, design, etc., mais d'un point de vue technique et impact climat-biodiversité, c'est vraiment une prouesse qui a été réalisée, avec dès le départ des objectifs dans les cahiers des charges de CO2 par mètre carré à la construction. Et ça, le fait de le pousser dans des objectifs de résultats,
résultats. Ça donne 15 000 mètres cubes de bois dans le village, que ce soit en ossature ou en façade, c'est colossal. Ça donne du béton bas carbone, ça donne toute une série de principes de construction qui ont permis de faire de l'ordre de moins 30% par rapport à une construction du logement classique en France. Ouais. Si je me souviens de la candidature, etc., de cette expression qui consistait à dire un événement à contribution positive pour le climat. Alors, on n'y est pas, parce qu'il y a quand même une des émissions importantes de tonnes équivalent CO2. En fait, c'était une promesse intenable, c'était un objectif trop ambitieux. Comment vous, avec maintenant le recul du réel, comment vous évaluez ce qui avait été promis ou évoqué à l'époque? Effectivement, ça date d'il y a 7 ans, cet engagement très fort. Je le disais, il a porté ses premiers fruits, il va continuer d'en porter. Ce qui a évolué, c'est la formulation, la manière d'en parler. Et c'est bien que la communication sur les grands événements ou les entreprises en général évolue. L'ADEME a fait une note qui indique que la neutralité carbone, c'est pas raisonnable de la proclamer quand on est une organisation. C'est par contre ce qu'il faut viser à l'échelle de la planète, c'est indispensable pour suivre l'objectif de l'accord de Paris. Et donc c'est juste notre manière de l'expliquer qui a évolué. Et du coup, maintenant, on n'a rien changé sur notre engagement. C'est divisé par 2 et financer des projets, soutenir des projets à hauteur de notre impact. C'est juste que ce terme de contribution positive pour le climat, en discussion avec nos experts et avec l'ADEME, on a choisi de ne plus l'évoquer comme ça. D'accord. Est-ce que c'est l'avenir de ces événements gigantesques qui est en jeu, d'une certaine façon, qui est en question? Parce que, voilà, on a des objectifs ambitieux, on voit bien que quand même, on est dans une période là de friction, ça grince, on l'a vu avec le monde paysan, avec le monde agricole, et donc il y a peut-être un moment où on va se dire, mais c'est plus possible d'organiser des événements planétaires aussi importants. Quel regard vous portez là-dessus? Je pense que ce qui est certain, et c'est une décision d'il y a 7 ans pour Paris 2004, c'est qu'il faut faire différemment. Voilà. Et donc on fait différemment. Ce principe d'évaluer l'impact carbone de manière anticipée et du coup de mettre une pression sur ce sujet, ça fait partie d'un mode de faire différent. On transforme toute l'offre alimentaire, on transforme l'énergie. Et donc il y a un certain nombre de transformations qu'il faut engager. Et on veut être un laboratoire. On est un gros laboratoire et on veut qu'il y ait une suite. On veut passer le relais à nos amis à Los Angeles, à Brisbane, sur les jeux à venir. Et donc voilà, il faut faire différemment. Il faut voir ces grands événements internationaux autrement. Alors sur ces jeux-là, en l'occurrence, dont vous nous parlez, ce sont des pays qui je pense, porteront des objectifs comme celui-là. Et alors, c'est une question très politique, vous ne pourrez peut-être pas y répondre, mais quand on voit l'Arabie Saoudite qui se positionne sur des événements qui semblent totalement absurdes, l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver, par exemple, enfin bon, je pourrais multiplier les exemples. De temps en temps, on a l'impression qu'il y a des événements qui font beaucoup d'efforts, certains disent pas assez, mais quand même beaucoup d'efforts, les Jeux de Paris, et puis d'autres marchent totalement sur la tête, quoi. Oui, ça va être difficile pour moi effectivement de répondre sur cette question, mais en fait c'est pas un peu démoralisant, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a un double combat effectivement, et c'est évidemment pas juste l'équipe environnement, c'est un travail collectif, la performance environnementale. Donc c'est l'ensemble de nos collègues et l'écosystème, c'est d'atteindre cet objectif de diviser par 2, mais aussi nos objectifs biodiversité et économie circulaire. Et le deuxième, c'est d'entraîner les autres événements dans cette logique. Donc on va faire un maximum pour que ça puisse inspirer les autres. Et du coup, il y a les événements internationaux, mais il y a aussi les événements nationaux. Et là, on a sorti un outil qui s'appelle le Coach Climat Événement. Et donc, on a de l'ordre de 1000 événements en France qui se sont fait coach climatisés. Donc, c'est un peu la même logique que la nôtre, c'est de ne pas regarder le bilan carbone, avant de se poser la question de quel va être l'impact, et surtout de trouver les leviers d'évitement et de réduction. Donc, c'est une grille d'analyse avant qu'on organise un événement, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un outil qui est en ligne, qu'on a fait avec l'ADEME, ministère des Sports et CNOSF. Et on a 1000 événements qui déjà sont dans cette logique en France. Donc en France, il se passe quelque chose. Et sur l'international, on va faire tout pour que ça change aussi. Allez, il nous reste moins d'une minute. Une petite question ultra pointue sur l'alimentation. Est-ce qu'on peut organiser un événement aussi énorme et favoriser les circuits courts? Comment vous faites par rapport à ça? Alors, sur l'alimentation, on a démarré le travail il y a 4 ans. Ça s'appelle la vision pour la restauration durable des Jeux, qui est détaillée sur 60 engagements. Et il y a effectivement 80% de produits français. Et on a aussi un objectif de 25% à moins de 250 km de chacun de nos sites. Parce qu'évidemment, Seine-Saint-Denis, qui est le cœur des Jeux, il y a Paris, mais il y a aussi Marseille pour la voile. Et donc, il y a Lille. Il y a Lille, tout à fait, il y a les stades de foot. Et donc, on arrive à pousser du local. Et sur l'alimentation, il y a
donc voilà, 60 engagements, je disais. Il y a le local et il y a le végétal. Et là, on fait 2 fois plus de repas avec des protéines végétales et on divise par 2 l'impact carbone d'un repas. On a 13 millions de repas à distribuer. Donc effectivement, il y a du volume. C'est gigantesque. Il faut pousser le végétal et le local. Merci beaucoup Benjamin Lévesque et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat quand les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, s'engagent.